Hello, hello! Comment ça va? C'est bon, vous êtes bien restaurés, vous êtes prêts pour une après-midi de folie? Il n'y a pas assez de bruit à Rennes, là. J'aimerais qu'on ait un petit peu de bruit, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas mal. Non, je dis ça pourquoi? Parce qu'on a une des intervenantes qui est en direct de Miami, donc elle va commencer à vous entendre et puis vous allez pouvoir la voir dans quelques instants. On va parler d'un sujet, je pense, qui vous concerne tous, et on va essayer de le prendre avec un angle et un double regard, France-États-Unis. Je pense que la confrontation des regards est toujours intéressante. On va parler du contenu. Je crois que c'est un truc qui nous occupe à peu près tous, ce fameux contenu. Et on va le regarder à la fois pour le contenu qu'on peut utiliser à l'extérieur de l'entreprise, mais aussi le contenu qu'on utilise à l'intérieur de l'entreprise. Ça rappellera peut-être à certains la fameuse symétrie des attentions. Je pense que c'est important qu'on arrive à regarder ces deux sujets, interne, externe, et avec un double prisme venant des États-Unis et aussi en France. Et puis bien sûr, la question que vous posez tous à l'ère des IA génératives, qu'est-ce que ça change dans le paysage? Concrètement, pour de vrai, au-delà du buzz, comment on peut en faire un peu du bise aussi, ça serait pas mal. Pour en discuter, je vais avoir la chance de le faire avec deux expertes passionnantes et vous le verrez, passionnées. L'une est spécialiste du contenu à l'intention de vos futurs clients. C'est son mantra. Elle est basée aux États-Unis, à Miami plus exactement. Et depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, son métier a vraiment changé. Elle a pivoté. Elle est allée plus loin. Et finalement, son métier de stratège de contenu, qui a été complètement chamboulé par l'arrivée de ces IA génératives, elle s'en est emparée en devenant stratège de contenu IA, en amenant son expérience et en étant toujours obsédée par l'impact des contenus qu'elle réalise pour le compte de ses clients. On parlera de SEO forcément, au service des marques. L'autre experte, l'autre invitée, elle est spécialisée quant à elle sur les contenus internes à vos entreprises. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais vous allez comprendre que c'est très important. Elle est basée ici en France. Elle est cofondatrice et CEO d'une entreprise qui s'appelle Hotmind. Je pense que certains d'entre vous connaissent cette entreprise. C'est une entreprise spécialisée dans le search avec le produit vraiment au cœur. Elle nous donnera les clés pour bien comprendre ce que ça signifie. Le principe, c'est simple, c'est qu'avec elle et avec sa solution, les collaborateurs trouvent plus vite une réponse à leurs questions. C'est intéressant pour les services clients notamment, puis aussi pour celles et ceux qui cherchent de l'information au cœur de leur entreprise. Alors, interne et externe, est-ce que c'est le même combat quand on parle de contenu? Est-ce que ce sont les mêmes stratégies? Ou bien au contraire, est-ce que les approches sont différentes? Vous avez probablement un avis là-dessus. On va pouvoir le confronter. Vous n'hésiterez pas à lever la main, poser des questions. S'il y a quelque chose qui vous gêne, vous le dites. C'est fait pour être interactif, je descendrai vous voir. Et puis la question qu'on peut se poser à l'ère des IA génératives, c'est quoi le sort du contenu finalement? Est-ce qu'on va faire des choses très rapides, du copier-coller, ou au contraire, est-ce qu'il faut qu'on en profite pour aller plus haut, peut-être en faire moins mais mieux, peut-être pour améliorer le chemin qu'on peut faire dans notre cœur de métier? Et puis quelle différence de pratique entre la France et les USA? C'est le sujet de cette intervention, de cet échange. Je vais appeler maintenant sur scène, et vous l'avez peut-être en ligne, Karine Abou et Grace qui est là. Tu peux me rejoindre, Grace? Voilà, qui est basée. Alors, on va faire un truc un peu rigolo. On peut les applaudir toutes les deux. Voilà. Alors, première peut-être question pour toi, par rapport à cette thématique, si tu devais expliquer, alors je vais te mettre un challenge en une sorte de punchline à ma maman qui vient d'avoir 80 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, c'est très simple. On connaît tous Google. Ça nous permet de trouver l'information dont on a besoin à un instant T sur tout le web. Nous, on fait la même chose, mais pour l'interne, donc pour les entreprises. Et donc, concrètement, je suis un collaborateur. Je vais pouvoir retrouver de l'information sur mes projets, sur mes produits, sur mes contrats, sur mes clients. En fait, c'est vraiment toute cette connaissance qui est éparpillée dans les outils qu'on va retrouver. Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas un ou deux outils aujourd'hui. Le chiffre, c'est qu'on en a 10 en moyenne par collaborateur, quelle que soit la taille de l'entreprise. On peut être, nous on est une vingtaine, et on peut être quelques centaines ou des milliers. On va avoir toujours ce petit noyau dur d'outils qu'on va utiliser parce que c'est
c'est plus applicable en fait par thématique. Ça ne sert à rien d'avoir un seul outil qui fait tout. Ok, donc très simple. Bon, on verra si la connexion revient avec Miami. On en profitera pour mettre sur le grill notre amie Karine. Grace, quand on parle, et je le disais un peu en introduction, Karine, tu nous entends ? Visiblement non. Bon, c'est compliqué. Quand l'IA générative est arrivée, ça a changé quoi dans ton métier, dans la façon de l'approcher ? Alors, nous, on a commencé il y a 4 ans et demi. Donc avant qu'il y ait cette mode de ChatGPT concrètement, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les transformers. Donc c'est le T de ChatGPT, GPT pour Generative Pre-trained Transformers. Et donc c'est toute cette capacité à pouvoir analyser du texte de manière beaucoup plus performante qu'auparavant, donc en parallélisant notamment les traitements. On a commencé à faire un peu de R&D dessus pendant 1 an ou 2. On s'est vite rendu compte qu'il fallait être expert et spécialisé sur cette thématique parce que ça avançait très très vite. Les Transformers, c'est depuis 2017. Donc c'est assez récent, sans être non plus il y a 1 an ou 2 comme ChatGPT. Donc c'est vraiment la continuité de ce sujet. On a commencé à creuser il y a quelques années et on a surtout travaillé la brique Search, le moteur de recherche. C'est le cœur de notre produit. Et en fait, on a ajouté, lorsque les Large Language Models sont sortis, cette technologie au Search. Et on a essayé de les combiner vraiment ensemble, de sorte à ce que l'utilisateur puisse poser une question. Je ne sais pas, par exemple, où est ma politique de sécurité, quel est le taux de disponibilité applicable dans mes contrats clients. L'idée, c'est de pouvoir tout le temps amener la réponse qui est basée sur toute la documentation interne, dans les emails, dans les SharePoint, dans les serveurs, dans le CRM, etc. Et d'amener cette réponse à l'utilisateur. Donc, c'est vraiment la meilleure combinaison des 2 technologies. Et c'est ça que ça a changé. C'est que ça nous a amené de nouveaux cas d'usage en fait, grâce à ce mix de technologies. Mais par rapport au chatbot un peu traditionnel qu'on a tous connu, je te parlais de ma maman tout à l'heure, au bout d'un moment, elle déprime, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à trouver la solution. Elle me dit, il est où l'humain que je peux appeler ? Je ne vois pas sur leur site le numéro de téléphone où je peux avoir quelqu'un qui va vraiment m'aider. Ça change quoi, l'IA générative ? Alors, je dirais que ça change 2 choses. Déjà, ça change les usages. C'est-à-dire que de plus en plus, on a envie de pouvoir parler à Google comme on parlerait à un humain. Et ça, on le voit. C'est maintenant qu'on est conscient que c'est possible, parce qu'il y a eu une adoption historique de ChatGPT. On l'a vu sur l'année 2023 notamment, fin 2022, début 2023. On commence à avoir des attentes qui sont de plus en plus élevées. Donc ça, c'est un gros changement de paradigme. Et le deuxième changement, ça va être business. Quels vont être les impacts dans la vie corporate des entreprises en général et dans la vie de chacun d'entre nous, au final, forcément. Donc on accompagne nos clients à trouver ces cas d'usage qui vont leur générer de la valeur. On n'est pas en train de remplacer de l'humain. Au stade actuel, on n'en est pas là, concrètement. Par contre, il y a certaines tâches qui vont être bousculées et on va recentrer peut-être des hard skills aux soft skills de plus en plus. Mon inquiétude là-dessus, c'est à quelle vitesse on va réussir à faire cette transition. Ouais. Et tu penses que ça va prendre pas mal de temps ou la techno va plus vite que la transformation humaine ou... Je pense que la techno va plus vite que l'adaptation humaine, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se former, on essaye de ne pas rester en arrière, mais c'est humain, ça va être difficile. Et est-ce que tu vois justement par l'adoption de ces outils d'IA génératifs finalement dans ces interfaces pour permettre aux collaborateurs de trouver l'information, est-ce que tu vois aussi un changement s'opérer dans la façon dont le collaborateur s'exprime quand il fait une recherche, ou pour l'instant il est très 3 mots-clés à la Google et puis il attend que le résultat arrive comme par magie, ou ça change déjà? Ça change déjà. En fait, nous, on travaille avec des entreprises de plus de 100 collaborateurs jusqu'à plusieurs milliers. Et 90% de nos clients ont activé des fonctionnalités d'IA générative au sein de la plateforme Outmind, au-delà du search. Donc. Et les usages sont très variés. Et c'est aussi pour ça que je conseille vraiment de se former et d'accompagner, parce qu'on va avoir des utilisateurs qui vont ouvrir la fenêtre de chat. Admettons, je trouve mes meilleurs documents sur la thématique qui m'intéresse, mes 3 contrats, mon dossier d'appel d'offres ou que sais-je, et je vais en fait vouloir les interroger pour trouver de l'information spécifique et générer du contenu.
Mais en fait, certaines personnes vont l'utiliser en mettant 3 mots-clés, effectivement, comme tu le dis. Et d'autres vont réussir à vraiment bien le prompter parce que c'est des curieux du sujet. Donc, en fait, les usages sont très variés. Ce qu'on essaye de faire, et on pourra revenir dessus, mais c'est vraiment d'accompagner ces personnes avec des instructions prêtes à l'emploi. Ça change tout. Les gens ne savent pas comment parler à cette technologie par défaut. Certains le savent, mais c'est une minorité. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Donc il y a à la fois le moteur pour mettre ces mots, mais tu as des aides déjà qui sont déjà prévues. On verra si la régie me met Karine quand elle reviendra. J'espère que ça va fonctionner. Qu'est-ce que tu vois finalement comme peut-être nouvelle place pour la création de contenu à l'ère des IA finalement? Parce qu'on parlera avec Karine quand elle sera branchée sur la partie plutôt contenu externe, sur les parties de contenu interne. Ça change quoi dans la façon de concevoir ces contenus? Alors là, tout de suite, ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder ce qui est fait. Donc comment est-ce que nos utilisateurs génèrent ces contenus, justement, quelle est la part de réutilisation qui pourrait être faite. Donc on est encore dans cette étape d'identification de cette proportion d'éléments qui pourraient être automatisés, en tout cas partiellement. Si je prends l'exemple des réponses à appel d'offres, on en parlait hier soir avec quelques personnes, c'est un travail qui nécessite énormément de réutilisation. C'est-à-dire que quand je vais répondre à un appel d'offres, il y a entre 20 et 50% du contenu que je vais générer qui existe déjà. Et donc notre objectif, justement, ça va être d'identifier cette part de contenu, d'identifier à partir de quelle brique on va pouvoir la générer, de l'adapter en fonction du contexte. Donc par exemple, si j'ai ma demande client, bah, évidemment, j'ai envie d'adapter un petit peu la façon dont je tourne mes phrases en fonction de ce qu'on a fait par le passé, mais du contexte de l'appel d'offres aussi. Donc en fait, on va prendre tous ces éléments de contexte et aider l'utilisateur à avoir une V0 qui va pouvoir relire. Donc concrètement, ça va être se concentrer sur les éléments qui vont être vraiment créateurs de contenu sur le contexte donné. Et là, ça va être le jus de cerveau de l'ingénieur, du chargé commercial ou de l'expert tout simplement interne. Et essayer sur tout le reste, tout ce qui est réutilisation, effectivement, d'être un petit peu plus intelligent et de ne pas réinventer la roue. Ça va être notre travail. On a une bonne nouvelle. On a Karine qui est en face de nous, donc vous pouvez l'applaudir. Tu nous entends, Karine? Salut. Vive la technologie, c'est quand même... il y avait tout pour que ça ne marche pas, hein, mais on y est arrivé. Karine, hello, on vient de voir un certain nombre de points. J'ai posé un peu une question un peu taquine à Grace. Je lui ai demandé comment elle expliquerait son métier sous forme d'une punchline à ma maman qui vient d'avoir 80 ans. Tu dirais quoi pour ton métier? Alors vraiment 80 ans, hein, donc on explique Internet, on explique tout ça. Ouais. En une ligne, on va dire que j'aide une entreprise et un entrepreneur et son fondateur à apparaître suffisamment bien dans Internet, / dans Google, pour générer des nouveaux clients, si on fait très simple. Bravo, c'était cool. Vous avez trouvé ça super. C'est vraiment très simple. Hein. C'est pas mal l'art du pitch pour la maman. Entraînez-vous, vous allez voir, c'est un sacré exercice aussi. Merci Karine. Autre sujet, Grace nous a donné sa réponse sur les aspects plutôt de contenu interne, sur les aspects de contenu externe. Ça a changé quoi l'IA générative pour toi dans ton métier? Vous avez 2 minutes? Parce que ça a tout. On a 3 heures, vas-y. Ok. Non, en vérité, dans mon métier de stratégiste de contenu, en vérité, ça a strictement tout changé. En fait, à toutes les étapes, évidemment, celle qui est la plus logique, celle qui vient le plus rapidement à l'esprit, c'est celle de la création de contenu, puisqu'on est maintenant en compétition avec des machines, pour faire court, qui sont à peu près aussi prolixes que nous, donc qui peuvent créer tous les types de contenus en l'espace de 10 secondes. Ça, c'est un des points, mais je dirais qu'à la limite, c'est peut-être le plus apparemment disruptif, mais c'est pas forcément le plus angoissant. Et c'est pas celui qui nous pénalise le plus, en fait, dans notre métier. Au contraire, ça, c'est celui qui nous fait gagner le plus de temps. Là où ça a véritablement tout changé, et ça change encore tout aujourd'hui, avec plus aucune certitude par rapport à avant, c'est que, ayant été intégré dans tout ce qui concerne le search, donc dans les moteurs de recherche au sens large, ça transforme complètement la façon qu'on a de référencer un site, un mot-clé, une marque, dans ces moteurs de recherche.
Donc, c'est la vraie révolution parce qu'en vérité, ça change également les objectifs qu'on assignés avant à une stratégie de contenu. L'objectif d'une stratégie de contenu pour beaucoup, les gens du SEO vous le diront, c'est qu'on va vous aider à être bien référencé dans Google sur tel et tel mot-clé. Aujourd'hui, franchement, ça peut plus être un objectif. Donc, c'est quand même une petite tempête, un petit tsunami au pays du SEO et au pays des stratèges de contenu. Maintenant, ça ouvre un champ des possibles assez fantastique et qui se dessine en fait chaque jour avec plein de surprises, plein de nouveautés. Donc, c'est quand même assez... on vit une époque assez incroyable, il faut bien le dire. Alors, merci. Tu as su attirer, je regarde moi les différentes personnes qui sont là, ils sont super attentifs à ce que tu viens de dire. Sur le search, tu nous dis ça change tout. C'est quoi le nouveau search ? Alors ça, c'est la question à plusieurs millions de dollars, en fait, dont la réponse est en train de on va être riche, on va tous être riches, là, vas-y. Ouais. Même si, même je crois que même Google, je pense, ne le sait pas vraiment. Ils testent tous les jours. Alors, pour faire très simple et pour essayer vraiment d'aller à l'essentiel, le nouveau search, en fait, c'est un search qui est, en anglais, on dit « powered by AI ». Ça veut dire qu'il est injecté du jus de l'IA générative pour transformer complètement la façon dont on recherche et la façon dont Google va nous apporter des réponses aux questions ou aux requêtes qu'on a. Donc, pour faire court et pour vous montrer un peu le changement d'époque qu'on vit, parce que c'est même pas un changement de modèle économique, c'est vraiment un changement d'époque. Quand Google a démarré, on se souvient tous un peu du premier jour où on a ouvert Google, enfin je pense, je suis plus toute jeune, mais bon voilà. On se souvient de cette page blanche avec cette box. Il y a pas mal de gens qui étaient nés, qui l'ont vécu. Hein. C'est bon, vas-y. Là, je viens de prendre un sacré coup de vieux quand même. Là. Mais bon, ok. On se souvient tous en fait de cette page blanche avec ce moteur de recherche où on se disait c'est extraordinaire, c'est complètement disruptif par rapport à tout ce qu'on a connu avant. C'était le début de l'Internet. Et à cette époque-là, le job de Google, en fait, quand on lui posait une question ou quand on avait une recherche, c'était de nous envoyer une page avec des liens à cliquer. Pourquoi ? Parce que leur objectif, comme c'était les premiers, les précurseurs, c'était de nous éduquer à cliquer sur des liens. Et pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'ils avaient prévu de gagner de l'argent en nous habituant à cliquer sur des liens à la fois de publicité et en même temps naturels, pour essayer de faire en sorte de montrer qu'ils étaient objectifs. Au fil des années, et notamment quand Google a injecté l'IA, à l'époque de 2015, donc c'est pas aujourd'hui. Hein. Enfin, Google et l'IA, c'est une longue histoire. C'est à l'époque de 2 mises à jour qui s'appelaient Hummingbird et RankBrain, où en fait, ils ont commencé à injecter beaucoup d'IA pour aider à affiner ce qu'ils appellent le search intent, c'est-à-dire détecter l'intention de recherche d'un utilisateur. Et ce qui s'est passé quand ils ont injecté ça, c'est qu'ils sont passés d'un web qui proposait des liens à des réponses Google qui proposaient en fait une réponse directement sur le site sans avoir à cliquer. Ça, c'est la grande révolution. Je le dis en 2 minutes là, mais on pourrait faire une conférence d'1 heure et demie, puisqu'en fait, ce que l'IA nous a apporté en termes de changement de recherche dans l'approche de la recherche et du search, donc en termes de modèle économique, c'est ce qu'on appelle le zéro-click search marketing. Et ça, c'est la révolution, parce qu'on a passé les 20 dernières années à anticiper ce qu'un internaute allait cliquer, sur quel mot, à quel moment, avec quelle intention, pour être certain que notre page allait bien être référencée par Google sur ces requêtes-là. Aujourd'hui, c'est la révolution dans la mesure où c'est Google qui apporte la réponse. Alors, on a l'impression aujourd'hui qu'il le fait avec ces AI Overviews qui sont, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi, mais depuis 1 an et demi, Google a testé ce qu'ils appelaient le Google Search Generative Experience, c'est-à-dire des réponses qui étaient alimentées par l'IA. Lors de Google I.O., le 14 mai dernier, ils ont validé ces tests de Google SGE pour les renommer AI Overviews. J'attire votre attention sur le changement de positionnement. Google Search and Generative Experience, ça avait vocation à montrer que Google améliorait son produit si on se plaçait du point de vue de Google. Maintenant, on se place du point de vue de l'utilisateur. AI Overviews. Google vous donne un aperçu IA de la réponse à la question que vous avez posée ou à la requête que vous avez formulée. Et pour finir simplement, parce que encore une fois, on pourrait en parler longtemps, maintenant, l'enjeu économique quand on est une marque, c'est de déterminer comment est-ce qu'on va pouvoir placer sa marque, quel type de marque, une marque corporate, une marque personnelle, des produits qu'on aura transformés en marque, dans ces résultats générés par l'IA de Google.
pour faire en sorte que la réponse que Google apporte mentionne le nom de votre marque, non plus offre un lien à cliquer, mais mentionne le nom de votre marque. Quand vous avez réussi ça, là, vous avez gagné le jackpot. Et on n'y est pas encore. On n'a pas encore percé le mystère. C'est-à-dire qu'on est moins sur le contenu de marque, mais plus la marque comme un élément de contenu, en fait. C'est ça, c'est finalement proposé par Google. En fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dissocier le contenu de la marque aujourd'hui. C'est ça le gros problème. C'est-à-dire que voilà, on ne peut plus construire une marque sans contenu. Sans contenu, c'est impossible. Okay. Grace, de ton côté, sur l'aspect knowledge management, c'est un peu comme ça qu'on appelle ton cœur d'activité et de métier. Qu'est-ce qui change, en fait, fondamentalement ? C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est les usages qui vont changer et ça va être les business qui vont être impactés. Là, je reprenais aussi ce que tu disais, Karine, c'est intéressant. Google lui-même ne sait pas exactement comment amener cette technologie de la bonne manière. On l'a vu, ils ont réduit le nombre d'overviews qu'ils mettent à disposition de leurs utilisateurs. Donc en fait, on est encore dans cette étape de comment est-ce qu'on gère cette technologie pour qu'elle soit performante. Donc concrètement, sur le knowledge management, comme c'est l'interne, on a un petit peu plus de maîtrise sur la qualité de ces contenus. C'est là où il y a une très grosse différence. Et donc c'est ce qui nous permet, on n'est pas Google, on n'a pas le même pouvoir qu'eux, le même nombre d'ingénieurs qui travaillent sur la techno, mais on arrive à identifier les meilleurs contenus grâce à ce qu'on appelle le RAG, donc le Retrieval Augmented Generation, et ça décuple la performance de ces moteurs d'IA générative. Concrètement, il y a une étude qui est sortie très récemment, donc début juin, avec Stanford Legal AI, en partenariat avec LexisNexis et Thomson Reuters. Il y a des chiffres hyper intéressants qui en ressortent. On a sans RAG 43% d'hallucinations sur des exemples de questionnement juridique, donc sur les contrats internes. On fait la même chose avec du RAG. On arrive entre 17 et 33% d'hallucinations. Donc il y a toujours beaucoup de problématiques de performance. Il y en a beaucoup moins grâce au RAG. Et donc nous, on s'appuie beaucoup sur cette brique technologique pour dire, on trouve les meilleurs contenus grâce au search, et ensuite on envoie ces contenus au modèle de langage type OpenAI ou autre LLM choisi par notre client, qui va d'ailleurs générer les meilleurs résultats avec un meilleur score. Et ce qui est intéressant sur ce 17-33, c'est que en réalité, c'est assez proche du taux d'erreur de l'humain. Donc, on attend de la machine qu'elle soit plus efficace que l'humain, mais en l'occurrence, on est assez proche. On met toujours l'humain un petit peu au-dessus, parce qu'on attend que la machine, c'est soit 0 ou 1 et qu'elle ait toujours raison. Dans le cas de l'IA générative, c'est stochastique, ça ne fonctionne pas pareil. L'erreur humaine, c'est une bonne nouvelle. Je voudrais que vous nous donniez l'une et l'autre, et on commencera probablement par Karine, ce que j'appelle une fausse bonne idée très concrète. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça va aider. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous dans la salle. On est un peu paumé quand même avec toutes ces histoires. Ça va vachement vite. Comment on arrive à changer les sujets sur le business. Il y a plein de personnes qui nous proposent des bonnes idées. A priori, on ne sait pas. Karine et Grace, vous pouvez nous donner chacune une fausse bonne idée qui tourne en ce moment, qui traîne en ce moment. Karine. Il y en a plein. Il y en a plein parce qu'en fait, elle découle du fait que les professionnels du marketing n'ont pas encore bien compris ni analysé l'ampleur du changement qui est en train d'intervenir et qui va impacter en fait toutes les méthodes de stratégie de contenu qu'on avait jusqu'à maintenant. Alors, je donne un exemple. Enfin, je pourrais en donner 2, 3. Le premier, c'est il faut avoir un blog. Okay, si l'objectif, c'est d'avoir un blog, d'avoir une structure de blog sur un site web qui, avec les vieux dictats d'avant, il faut créer du contenu 3 fois par semaine, il faut être hyper fréquent et augmenter le nombre de pages sur son site web, c'est complètement has-been de procéder comme ça. Malheureusement, il y a encore plein de gens qui le font, avec des blog posts de 1500 mots, qui aujourd'hui n'ont aucune chance de ressortir d'aucune manière, puisqu'on est en concurrence directe avec la machine. Ça, c'est un exemple, mais le plus gros, le deuxième qu'on pourrait citer aussi très rapidement, c'est cette obsession que les professionnels de marketing ont de dire il faut créer des contenus pour les réseaux sociaux. Le nombre d'erreurs et de cas économiques dramatiques que j'ai vus
que j'ai vu mettre en place avec beaucoup d'argent investi dans de la création de contenu pour LinkedIn, TikTok, Facebook et tout ça, sans aucune colonne vertébrale à la base, sans aucune, on va dire, orchestration et priorisation de où placer et distribuer ces contenus en premier, et sans aucune sauvegarde de ces contenus, ça c'est le pire. Ça, je pense que c'est une des plus grosses erreurs que j'ai fait. C'est vraiment une très très mauvaise idée pour le coup. Bon, merci de nous filer ce cadeau, ça nous évite de faire des erreurs. Grace, de ton côté, la fausse bonne idée très concrète à éviter, c'est quoi ? En fait, c'est le côté magique de la technologie que l'on attendrait en le déployant brut de décoffrage auprès des équipes en espérant des forts gains de productivité. Je pense que c'est l'erreur numéro 1. Moi, je le vois beaucoup de manière générale en entreprise avec le déploiement plus ou moins massif de Copilot de Microsoft. Et concrètement, j'entends beaucoup d'utilisateurs qui, d'ailleurs, viennent nous voir en disant « ça ne marche pas, j'ai testé sur 2 exemples, ça ne m'a pas donné ce que je voulais ». En fait, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de formation et on se dit ça va être magique. Ce truc-là ne fonctionne pas. C'est l'écueil numéro 1. Donc, il faut former, il faut accompagner. D'accord. Tout à l'heure, au déjeuner, certains m'ont dit que j'étais gourmand parce que je me suis resservi un petit peu de la saucisse bretonne qui est juste magnifique. Donc, comme je suis gourmand, je vais vous demander à toutes les deux une autre fausse bonne idée. Grace, et après, il y aura Karine. C'est un peu le côté zéro erreur dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'il y a ce truc de se dire l'IA va être plus intelligente que l'humain. Et ça, c'est une vraie fausse bonne idée. En tout cas, aujourd'hui. On parle beaucoup, par exemple, d'AGI. Vous avez peut-être entendu parler de ce sujet où on va aller chercher une super intelligence. On l'annonce pour 2027, c'est ça, je crois. On ne sait pas. La réalité, c'est que si on regarde... Déjà, les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux. Certains pensent que c'est possible en continuant les travaux de recherche actuels d'arriver à l'AGI. D'autres pensent que c'est totalement impossible. C'est le cas de Yann Lequin, par exemple, où on est plutôt sur une théorie où aujourd'hui, cette technologie qui se base sur le langage et sur le texte est insuffisante pour comprendre le monde. Et donc, on aurait besoin d'autres paramètres pour le comprendre. Donc, vraiment, c'est de se dire où est-ce qu'on peut remplacer avec et pas attendre une super intelligence à court terme. Je pense que c'est important. Karine, je suis gourmand. Tu as une autre fausse bonne idée ? Très générique, la volonté de beaucoup de directeurs marketing de continuer à concevoir un site web sous forme de catalogue au lieu de le concevoir comme un centre de ressources autour de leur métier et de leur expertise. Ça, on pourrait débattre et on pourrait sortir des termes un peu techniques, mais aujourd'hui, véritablement, à l'heure de l'IA, un site web, n'importe lequel, que vous soyez une petite marque non connue à un gros distributeur ou une marque mondiale, doit être conçu comme un centre de ressources, en fait. On appelle ça en anglais un topic cluster. C'est le gros changement qui est intervenu en 2015 après Hummingbird et RandBrand dont j'ai parlé la dernière fois. C'est encore plus d'actualité aujourd'hui, mais ça va être encore un peu plus compliqué de les concevoir à cause justement de ces AI overview. Voilà, la réponse en 10 secondes, mais on pourrait développer. Qu'est-ce que d'après toi, les directeurs et directrices marketing n'ont peut-être pas encore compris ? De manière générale, 300 là. Ouais. Mais t'es loin à Miami, donc tu risques rien. Non, voilà, après, moi, je coupe, je pars. Donc, je ne suis plus là, on pourra pas. Non, de manière générale, je pense qu'ils ont les directeurs marketing aujourd'hui sont pris un peu en sandwich entre il faut faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Et avec beaucoup de politiques à gérer en interne, souvent, qui, en général, les circonscrit dans un domaine qui les empêche d'innover ou, en tous les cas, de prendre le temps de se former et de comprendre les changements qui interviennent. C'est vraiment un travail qui est assez ingrat, et je le vois tous les jours, parce qu'ils ont tous conscience qu'il y a une vraie révolution qui se produit en ce moment. Sundar Pichai lui-même dit on vit en ce moment des changements aussi gros que ceux de l'arrivée de l'électricité à l'époque, donc c'est quand même c'est pas rien. Le modèle économique du web est en train d'être complètement restructuré, et face à ça, il y a beaucoup de directeurs marketing qui comprennent l'ampleur du changement, mais qui sont empêtrés dans des tâches quotidiennes, des redditions de comptes sur des KPIs à donner,
donc qui sont stressés et sous pression parce qu'il y a la pression du budget, il y a la pression du bilan annuel et qui du coup ne peuvent pas véritablement appuyer sur pause comme ils devraient et se dire bon je vais essayer de comprendre comment tout ça marche, comment je peux ajuster ce que j'ai fait jusqu'à maintenant sans pour autant transformer du sol au plancher, mais petit à petit tenter d'innover. Ça, moi je constate que c'est un grand, je vais pas dire un grand chagrin, ce serait un peu mélo, mais c'est une vraie problématique aujourd'hui du directeur marketing et je compatis sincèrement parce que je le vois au quotidien. C'est pas simple d'arriver à concilier tous ces impératifs. Alors, je te donne un feedback par rapport à la salle. Je pense que tu as touché juste. J'ai vu beaucoup de visages qui faisaient « Oui, elle a raison, elle a raison, elle a raison ». Ça sent le vécu. Bravo à vous tous. Vous êtes toutes les deux des expertes en business to business, chacune dans vos parties respectives et puis aussi avec vos regards croisés entre finalement les États-Unis et la France. Je vais te poser la première question à Karine. Tes clients s'inquiètent de quoi aujourd'hui ? Alors moi, c'est très direct, de perdre beaucoup de trafic sur Google et de dire, en gros, les discours que j'entends, c'est pas possible. Ça fait 10 ans on a dépensé des sommes astronomiques pour ranker sur tel mot-clé ou apparaître sous telle requête. On a perdu entre 15 et 35% de trafic. Le click-through rate a baissé de 30%. Enfin, c'est un peu la révolution sur beaucoup de sujets. Maintenant, ceux qui arrivent à se poser ces questions, en fait, moi, je les accueille toujours en disant, vous avez le début de la réponse. C'est-à-dire que vous avez déjà compris qu'il va aller falloir ajuster, ce qui est déjà super. Pour l'autre catégorie, ils s'inquiètent beaucoup. Alors, il y en a plein qui ne s'inquiètent pas du tout. Il faut quand même le dire. Je veux dire, nous, on est là. Non, mais je le dis parce que c'est important. Et je veux rassurer les gens dans la salle. Le simple fait qu'il y ait plusieurs centaines de personnes qui s'intéressent à ces questions vous place déjà tous en haut de la pile des gens qui percutent, qui sont intelligents et qui ont anticipé qu'il allait se passer quelque chose. Ça, en soi, déjà, il faut applaudir des deux mains. Parce que moi, je peux vous dire qu'il y en a plein qui, l'IA et générative, ils ont vaguement entendu. ChatGPT, ils ont compris que ça existait, mais ils ne voient pas quel est l'impact sur leur boulot. Et ça, c'est une réalité que je vois, y compris aux États-Unis. Il n'y a pas du tout d'avancement particulier. Ça commence simplement à se mettre dans le sujet. Et la dernière des craintes, c'est quand même... il y a des jobs qui vont disparaître, mais celle-là, on pourrait ouvrir la question aussi. C'est une fausse bonne réponse. Grace, de ton côté, tes clients, ils ont la pétoche de quoi ? Je rejoins un petit peu Karine sur le point, peut-être en l'élargissant un petit peu. Je pense qu'il y a la crainte de se faire dépasser, en fait. Il y a une vraie crainte de perte de compétitivité, de voir ses voisins investir sur le sujet et de ne pas y aller. Concrètement, moi, je vois beaucoup de comités IA qui se montent niveau COMEX. Vous en avez peut-être dans vos COMEX aussi, où, en fait, concrètement, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait ? Que font les voisins ? Je veux pas être derrière. Donc c'est vraiment ce truc-là que je vois. Par contre, je rejoins également Karine sur ce que tu disais, à savoir certains se disent on a toujours travaillé comme ça, qu'est-ce que ça va changer? On le verra dans quelques années. Alors, ok, là vous nous avez parlé de vos clients. À titre plus personnel, qu'est-ce qui t'inquiète? À titre plus personnel, j'ai un peu cette crainte de la non-adaptation de notre société à ces nouveaux usages, de la non-adaptation de ce qu'on va apprendre à l'école, du fait qu'on va avoir des élèves qui vont peut-être être plus facilement aller sur des contenus générés et donc peut-être moins faire la différence entre le réel et le fictif. Enfin, il y a de plus en plus de choses qui vont arriver de ce type-là, où je pense qu'on va aussi switcher de mindset, entre guillemets, de façon de penser, et davantage être critique par rapport au contenu qu'on reçoit. Donc en fait, toutes les années qui vont venir vont être des années un peu chaotiques, je pense, et j'espère qu'on saura assez vite s'y adapter, que ce soit sur le plan de l'éducation et le plan de manière un peu plus globale de la confiance dans les contenus, dans les médias. Il y a beaucoup de questions qui s'ouvrent. Karine, de ton côté, qu'est-ce qui t'inquiète dans ton job ? Alors, dans mon job, parce qu'au plan personnel, je rejoins Grace. Alors, moi, dans mon job, c'est très simple. Les journées sont trop courtes. Les journées sont trop courtes parce qu'il y a trop de choses nouvelles tous les jours depuis 1 an et demi. Personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, je suis épuisée. Parce que quand ChatGPT est sorti, j'ai vraiment pris le lot d'essayer de suivre ce qui se passait pour comprendre quel impact ça allait avoir dans mon job et comment j'allais pouvoir ajuster la stratégie de mes clients.
Et objectivement, c'est un job à plein temps, juste de comprendre et de suivre les évolutions. Ça va vite à un niveau que personnellement, moi, dans ma vie professionnelle, j'ai jamais connu. Et j'étais avocat à l'époque, donc les changements de loi, j'étais habituée. Mais là, objectivement, c'est vraiment, c'est presque, je vais vous dire, c'est à la fois inquiétant et en même temps, ça force à la résilience et à l'humilité parce que il n'y a pas une personne qui peut s'auto-proclamer moi je connais l'IA générative et j'ai tout compris au sujet. On est tous contraints à une humilité, j'ai envie de dire, confondante, parce qu'on repart tous à l'école. Et du coup, ça doit... Quand je me sens super stressée de ne pas suivre tout, je me dis... puis j'ai ma communauté aussi qui me dit zen, yoga, relax. Le simple fait que tu continues à pédaler ou qu'on continue à pédaler pour essayer de comprendre les changements, ça veut dire qu'on est déjà dans le peloton de tête et qu'on va y arriver. Ok, super, merci. Allez, tiens, on va faire un truc un peu rigolo. Si tu avais une question à poser à Grace, tu aimerais lui demander quoi? Alors, une grande question, qui est celle que j'adore, parce que Grace, elle a le mérite de travailler dans ce que j'appelle le SaaS. Donc là, enfin, ce que tout le monde appelle, c'est-à-dire vraiment l'industrie des technologies marketing. Et je suis fascinée quand je vois le nombre, la croissance de cette industrie dans l'industrie de la tech, de voir quelles sont les stratégies marketing en fait que ces boîtes adoptent pour générer des clients, tout simplement. Donc, quelle est ma stratégie marketing et d'acquisition? C'est ça la question? En gros. En gros, alors, dis-nous tout. Tu as 30 secondes. Hein. Oui, bien sûr. Non, concrètement, on a 50% d'inbound et 50% d'outbound dans notre acquisition client aujourd'hui. La plupart de notre inbound provient du site internet où on a en fait créé à la fois des pages de blog, des pages concurrents, en fait des pages où on se pose la question de quelle est la question que se posent nos clients et on essaye de le faire de manière assez large. Donc vous êtes sans doute expert sur cette thématique, je ne vais pas vous apprendre grand-chose là-dessus, mais ça nous a beaucoup aidé parce que, par exemple, quand on tape meilleur GED, donc pour système de gestion des connaissances et des documents, d'ailleurs GED, c'est pas ça les 3 lettres, hein, mais vous avez compris, on va pouvoir remonter en première position organique avec justement les fameux résultats suggérés de Google. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que quand nos prospects se posent la question de l'outil de GED, on peut leur apporter une réponse alors qu'ils n'ont pas identifié qu'on est un outil de GED. Donc il y avait vraiment toutes ces interrogations qu'on essaye d'intégrer dans notre contenu. Pas mal de LinkedIn aussi. Et sur l'acquisition plutôt outbound, on essaye de vraiment cibler des personas dans des entreprises particulières, notamment celles qui gèrent de grands projets où il n'y a plus de mémoire humaine. On est un peu leur mémoire. Outmind, on est leur mémoire interne. Ah, joli, j'avais pas compris ça, vraiment joli, bien vu. Et puis quelques partenaires et quelques événements comme Vivatech, on était très présents cette année. Bon, je vais être sympa, tu as le droit de poser une question à Karine, tu aimerais lui demander quoi? Alors Karine, comme tu es experte en stratégie de contenu marketing, évidemment la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qu'on devrait changer dans notre stratégie de contenu, notamment sur notre site internet? Karine? Alors, merci de la question. Non, mais merci de la question et de la confiance. Alors, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas fait mon analyse habituelle classique, mais j'ai effectivement regardé. Je pense qu'en fait, votre site fonctionne et génère 20% de ce qu'il pourrait générer avec tous les atouts et tous les ingrédients que tu as dans ton panier pour exploser la baraque. Très très rapidement, ce que j'ai observé, c'est que tu as du contenu, mais je pense que tu pourrais le structurer et le travailler mieux. Mais ma grosse remarque, si je devais en faire qu'une seule, parce qu'après on pourrait rentrer dans le détail, et que encore une fois j'ai regardé vraiment très rapidement, c'est que vous ne travaillez pas assez votre nom de marque sur un terrain de référencement naturel. Ça, aujourd'hui, je pense que, surtout a fortiori à l'ère de l'IA, c'est une grosse erreur, parce que, enfin, c'est pas une erreur, enfin, on va dire c'est quelque chose qui serait à mettre en haut de la liste en termes de to-do. Vous n'avez absolument pas de mots-clés, ce qu'on appelle de branded keywords, ça veut dire que vous ne rankez pas du tout sur en fait, tout ce qui concerne votre marque corporate. Et le pendant de tout ça, et là je vais être très directe et je vais amener pour le coup une vision purement américaine des choses, je pense que tu ne travailles pas assez ton personal branding en lien avec ta boîte et ta marque. Tu as une évidente notoriété,
tu es une entrepreneur à succès, tu es une femme, tu travailles dans l'IA, tu travailles de fait dans le marketing. En soi, ça déjà, c'est un positionnement assez exceptionnel qui fait que si simplement tu creusais ce sillon-là sur la base de ce que tu fais déjà, ça bénéficierait énormément à ta marque corporate, puisque je vous le dis, ça c'est un des constats et c'est une des choses que moi j'applique directement aujourd'hui auprès de mes clients américains, mais je les éduque là-dessus parce que j'ai conscience qu'en France, on n'y est pas du tout encore. L'avenir du marketing de contenu passera par le personal branding, y compris quand on est une marque qui génère des milliards de dollars ou d'euros, quand on est une marque comme Decathlon, comme Chanel ou le reste. Il ne pourra plus y avoir de marketing dans les 5 prochaines années si cette marque n'est pas associée peu ou prou et à un moment donné à une personne physique. Je sais que c'est pas encore très dans les mœurs en France, mais c'est un virage qui, à mon avis, est obligatoire. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais, avant qu'on se quitte, que vous nous fassiez toutes les deux des cadeaux. Je voudrais que vous fassiez des cadeaux à nos participants. 3 insights forts qui seront actionnables dès demain par chacune et chacun d'entre vous qui êtes présents dans cette salle. Karine, 2-3 insights cadeaux. Créer une newsletter. Vos followers, vos nombres de likes, d'engagement, ça vaut rien du tout parce que vous louez la plateforme des autres et vous leur donnez du contenu pour avoir un engagement. Donc, ça aide un peu à la distribution, mais ça ne vous permet pas de développer un actif prioritaire. Et deuxièmement, pensez votre site, je l'ai déjà dit, mais ça, c'est vraiment critique, en un centre de ressources sur votre thématique, mais sur une thématique de niche et hyper ciblée et experte. Super, merci beaucoup. Toi, Grace, ouais, 3 peut-être cadeaux. Pour compléter rapidement, si vous voulez utiliser l'IA générative pour vos applications internes et vos usages internes, j'aurais peut-être 2 petits points que je trouve hyper intéressants. Déjà, on part des fondamentaux, à savoir on part des problèmes et pas des solutions possibles. Il y a un parallèle que j'adore, c'est celui de la salle de sport. Quand on fait du produit, on a tendance, quand on n'est pas forcément expert, à demander à ses utilisateurs qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Combien de fois vous aimeriez aller à la salle de sport par semaine? Et en fait, à cette question, vous allez peut-être me dire 2 ou 3 fois par semaine. Ok, bien, je mets l'information de côté. Ensuite, je vais regarder la data des portiques d'entrée à la salle de sport et je vais peut-être voir 1 ou 0. Donc, la vraie question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et donc, qu'est-ce qui vous génère des problèmes aujourd'hui? Et donc, changer un petit peu de perspective et de se dire, je pars du problème, je ne parle pas de la solution. C'est extrêmement important en produit. Et en fait, quand on pense à l'IA générative, on se dit, ça va me créer des solutions out of the box. La réalité, c'est que s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de solution. Donc, ce truc-là est hyper important. Et le deuxième point, c'est sur le ROI. Posez-vous la question de la fréquence. Posez-vous la question du temps passé. Et ça va vous permettre de dessiner un vrai ROI de ces technologies que vous pourrez aussi pousser en interne derrière. Super. Merci à toutes les deux. On peut les applaudir très fort. Un grand merci. Merci Karine. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bravo, c'était super. Merci. Merci. Puis, merci puisque la techno. Merci les amis de la technique qui ont assuré. C'est super. Merci beaucoup. Merci.